Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler progrès et entraînement. Et on va répondre à la question suivante. Comment juger l'efficacité d'une séance d'entraînement? D'un point de vue un peu plus global, d'un point de vue macro, comment juger l'efficacité d'une programmation? Lorsqu'on va à la salle de sport ou alors dans notre activité sportive respective, le but c'est d'avoir des résultats, de voir du progrès, de voir qu'on est une meilleure version de soi-même, qu'on est meilleur que la veille, meilleur que la semaine précédente, etc. Mais la question c'est comment on fait pour savoir si on est dans la bonne direction? Il y a des signes, il y a des indicateurs qui nous permettent de nous dire que ok, ce qu'on est en train de faire c'est bien, ou alors au contraire que ce n'est pas bien et qu'il y a des choses à ajuster. Et selon moi, l'industrie du fitness a fait un très mauvais taf à ce niveau-là. Elle a inculqué cette culture qui consiste à valoriser des indicateurs qui ne nous donnent pas de bonnes indications sur le progrès potentiel qu'on est en train de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que on nous a dit de valoriser certaines choses auxquelles on a attaché une connotation positive, alors que pas du tout. Au final, ça nous donne que des indications sur des choses négatives. Et c'est pour ça que je veux faire cet épisode, un épisode qui me tient à cœur, qui j'espère pouvoir vous aider. Parce que le but au final, avec le K-Sui Show, c'est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez progresser et avoir de vrais résultats. Mais avant tout, un petit background sur pourquoi je fais cet épisode, tout simplement parce que je suis préparateur physique, coach sportif depuis 10 ans. Et c'est un discours que j'ai depuis 10 ans. Alors, un peu moins parce que je travaille avec la même clientèle depuis des années, mais à chaque fois que j'ai des gens qui viennent me contacter ou qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, eh bien, j'ai toujours le même discours. Je suis quelqu'un qui est très détaillé, je le dis à chaque fois, je suis dans la gastronomie de la science du sport. La gastronomie, mais avec la quantité, parce que les restos gastro, il n'y a pas assez à manger, on a faim. Non, ici, on est rassasié. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'attarde vraiment sur les détails, je cherche vraiment à optimiser ce que je peux optimiser en faisant les choses bien. Et le simple fait de buter les gens pour buter les gens, ça ne m'intéresse pas. Et je viens de ce bagage-là, moi, des sports de combat. On nous a toujours dit que c'était du go hard ou go home. Okay? On donne tout, on meurt sur le tatami. Si on ne meurt pas, eh bien, ça ne sert à rien. Okay? Qu'on soit fatigué, qu'on soit blessé, peu importe, on s'en fout. On va mourir aujourd'hui. Et bien entendu, moi, en tant qu'athlète, j'ai grandi avec cette mentalité-là. Et quand je suis passé du côté professionnel, en tant que préparateur, moi, en tant que coach, eh bien, j'ai bien entendu étudié et j'ai changé mon point de vue là-dessus. Et à chaque fois, j'ai fait face à des personnes qui, comme moi, avaient cette culture du « je dois me buter, je fais du sport, c'est pour me buter, à la fin, je dois vomir, je dois me mettre par terre, si je ne me mets pas par terre, eh bien, c'est que j'ai pas fait les choses bien, c'est que l'entraînement n'était pas bien, c'est que la séance n'était pas bien. » Et à chaque fois, je dois expliquer à mes clients, je dois éduquer mes clients et au final, partager ce que je vais partager dans cet épisode-là. Donc, si vous êtes un préparateur, un coach, un personal trainer, partagez cet épisode avec vos clients. Croyez-moi, ça aide de l'entendre d'une voix externe et j'espère que ça pourra vous aider. Si vous êtes de ce genre de personnes également qui avez besoin de vous rouler par terre à la fin de votre entraînement, eh bien écoutez, je crois que ça va vous aider, ça peut vous aider. Alors il y a certains marqueurs qui sont intéressants, qui nous permettent de savoir qu'on est dans la bonne direction, mais il y a certains marqueurs qui, contrairement à la croyance populaire, ne nous donnent pas de bonnes indications. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister dans un premier temps ces indicateurs qui sont dans la croyance populaire, qui semblent être bien en apparence, mais qui au final ne sont pas bien du tout. Et on va essayer d'élaborer un peu plus là-dessus. Donc je vous ai fait une petite liste ici de ces marqueurs qui au final ne nous disent pas que on est dans le progrès, qui ne sont pas des signes de progrès. Donc le premier truc que j'ai noté ici, c'est à quel point on a transpiré. Ce n'est pas parce que vous avez transpiré beaucoup durant votre session que forcément c'était une bonne session. Okay? Ah oui, j'ai beaucoup transpiré, donc c'était extraordinaire. Transpirer, au final, c'est propre à chacun. Il y en a qui transpirent plus, il y en a qui transpirent moins. Il y a des activités qui vont faire transpirer un peu plus, des activités qui vont faire transpirer un peu moins. Il y a des programmations qui cherchent à créer une adaptation bien spécifique. En l'occurrence, si on cherche à courir, améliorer, je sais pas, son marathon, un temps sur son marathon, ou qu'on fait que de la basse intensité, on va pas trop transpirer, ok, on va faire du fond, ok, on fait du fond, on transpire pas beaucoup, mais on le fait sur une longue durée. Éventuellement, au bout d'un moment, on va transpirer, bien entendu, ok. Il y a des fois, on veut faire que de la force parce qu'on veut améliorer certaines performances. Eh bien, on va pas trop transpirer parce qu'on place un stress un peu plus neurologique qu'un stress métabolique. Bref, je vais pas rentrer trop dans les détails, c'est un peu plus complexe. Formation mentorship pour les coachs et les thérapeutes qui seront intéressés à pousser tout ça. Mais là, c'est pour monsieur, madame, tout le monde également. Donc, l'idée, c'est de vous dire que, hey, transpirer, c'est bien, mais encore une fois, en fonction de votre objectif, eh bien, on doit se dire, ok, là, on va mettre un peu plus d'effort, un peu moins d'effort, ça va nous faire transpirer. Éventuellement, ça ne nous fait pas transpirer, mais ça ne veut pas dire que
c'est un bon entraînement ou un mauvais entraînement. En isolation, cet indicateur-là ne veut absolument rien dire. Deuxième signe ici qu'on n'est pas forcément en train de faire du progrès ou un signe qui ne nous dit rien, c'est à quel point on est fatigué pendant l'entraînement. Ce n'est pas parce que l'entraînement vous met à genoux, vous fait vomir et rouler par terre que forcément c'est un bon entraînement. Et ça, c'est vraiment cette culture qu'on a instaurée dans l'industrie du fitness avec toutes les classes de groupe qu'on connaît tous, la nouvelle mode du high intensity interval training, le HIIT qui n'est pas du high intensity, c'est juste de l'effort, donc on met beaucoup d'efforts, bam, on bouge, on saute, etc. Bam, bam, les classes de crossfit, etc. Je pense que vraiment c'est une mauvaise culture qui a été installée. Ce n'est pas parce qu'on est extrêmement fatigué pendant l'entraînement que forcément on a créé ce qu'on voulait créer. Rappelez-vous que l'entraînement au final ce n'est qu'un outil pour avoir un résultat. Et en fonction du résultat qu'on cherche à avoir, eh bien on va adapter l'entraînement. Et croyez-moi, je ne suis pas de ceux qui disent non, il ne faut jamais transpirer, il ne faut jamais se sentir mal à la fin de l'entraînement. Non, il y a des moments où on doit pousser, il y a des moments où on ne doit pas pousser. La question, c'est de savoir exactement quand on le fait, pourquoi on le fait. D'accord ? Il ne faut pas constamment le faire à chaque entraînement et surtout avec chaque population. Ce n'est pas parce qu'on le fait avec une personne qu'on doit le faire avec l'autre. Chaque personne a ses besoins et ses envies. Et en fonction de ça, encore une fois, en fonction de ce que vous avez envie d'accomplir, eh bien, on va adapter toutes ces variables-là. Et c'est un point qui est très important. Je me permets de m'attarder là-dessus. Parce que en tant que préparateur physique, en tant que personal trainer, ça m'a pris du temps à construire cette confiance. Au début avec mes clients, j'étais là, je devais leur dire, hey, non, t'inquiète, on prend le temps de repos, on fait ci, on fait ça, parce qu'on va faire les trucs bien. Et quand j'ai commencé à entraîner, après j'ai construit cette confiance, je travaille avec les mêmes clients depuis des années. Quand j'ai commencé à travailler avec des athlètes du haut niveau, du plus haut niveau avec qui je travaille aujourd'hui, c'est vrai que j'ai été confronté justement à ce manque de confiance pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, je me suis dit, attends, là, peut-être que je dois pousser un peu plus. Peut-être que je dois faire une série de plus et faire ça. Que le gars, au moins, se dise qu'il a été stimulé, pas qu'il sorte et qu'il se dise « Ah non, c'est bon, j'aurais pu faire plus. » Et c'est parce que je connais bien ma science, je connais exactement ce que je fais, je le fais depuis assez longtemps et j'ai eu assez de résultats que, bam, j'ai eu confiance en moi directement à chaque fois. Et je me suis dit « Non, je sais exactement ce que je fais. » Et le lendemain, il comprendra pourquoi. Et je sais que j'ai bien géré la dose. Et le lendemain, à chaque fois, c'est passé comme ça. L'athlète qui revient et qui me dit ah ouais non Fred c'était parfait, c'était parfait, je suis pas trop courbaturé aussi, je suis un peu etc, mais là, le dosage était parfait, je me suis mieux senti après à l'entraînement de tennis, de basket, de foot, etc, peu importe. Et voilà, c'est ce qui nous rassure. Mais sur le moment même, eh bien c'est vrai que parfois on a du mal à gérer ce sentiment de se dire peut-être que j'ai pas fait assez. Mais vous savez quoi, aujourd'hui, en ayant l'expérience que j'ai, je préfère me dire que j'ai pas fait assez et la prochaine fois je peux faire plus que faire trop et regretter. Donc rappelez-vous de ça, franchement c'est un game changer d'adopter cette philosophie. C'est important d'avoir le bon mindset lorsque vous allez à la salle de sport, vous savez exactement ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Quatrième chose ici, la difficulté à exécuter des exercices. Alors ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, bien entendu, pardonnez-moi. Troisième chose ici, la difficulté à exécuter des exercices. Donc ça me tient à cœur, pourquoi? Parce que je parle souvent des exercices fancy, des exercices farfelus comme je les appelle, où on cherche simplement à rajouter de la complexité dans l'exercice et au final, le seul truc qui nous challenge, c'est la complexité de l'exercice. Alors, vous connaissez mon amour pour le Bosu, les gens qui font des trucs sur le Bosu, vous jonglez à une main sur un Bosu, vous êtes en déséquilibre, c'était dur. Il y a des gens qui disent, oh ouais, c'était trop dur de faire cet exercice, donc forcément c'était bien, et si mon programme il a que des trucs comme ça, ben forcément c'est un bon programme. Et malheureusement, non, ok? Il faut comprendre qu'on utilise l'exercice à des fins bien précises. Ce sont des outils, on cherche à, si vous êtes dans une quête de perte de poids, dépenser plus d'énergie. Donc on va utiliser des exercices qui sont, des exercices qui sont énergivores, des exercices qui vont permettre de construire du muscle. Et là, vous êtes en train de faire un exercice qui est complexe par nature et vous êtes en train de négliger tous les autres trucs. L'aspect construire du muscle, l'aspect dépenser plus d'énergie, l'aspect devenir meilleur, etc. Okay? Juste parce que vous avez rendu un exercice complexe. Donc au final, vous êtes en train de faire un trade ici, vous êtes en train de faire un échange qui ne va pas en votre faveur, qui n'est pas bénéfique pour les objectifs que vous désirez accomplir. Et ça, c'est important de garder en tête. Donc, faites les bases. Je le dis à chaque fois, je suis fatigué de le dire. Faites les trucs basiques. Faites les trucs bien, pas besoin de rendre les trucs complexes, farfelus. Ça sert absolument à rien de créer des exercices fancy juste pour le faire. Ok? Ne faites pas les choses pour les faire, faites les choses qui ont du sens. Quatrième chose ici, le niveau de courbature élevé le lendemain de l'entraînement. Alors ça, on le connaît tous. On connaît tous ces gens qui disent « Ah ouais, j'arrive plus à marcher, l'entraînement était trop bien. »
forcément, si j'arrive plus à marcher, c'est que l'entraînement était bien. Eh bien, moi, en tant que coach expérimenté, je vous le dis aujourd'hui, pour moi, c'est un échec. C'est le premier marqueur que j'ai échoué sur le volume de travail, l'intensité de travail. Je me dis, ok, première question, quand mes clients arrivent, ok, comment on s'est senti par rapport à la semaine dernière, par rapport à la dernière séance? Si là, la personne me dit, oh là, j'arrive plus à marcher, j'ai déconné. J'ai déconné. Je sais que j'ai raté. Ok? Pensez à ça, j'aime utiliser la métaphore du soleil. Quand on va au soleil, on veut s'exposer au soleil et on veut le faire de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on va s'exposer de façon à ce que notre peau devienne un peu plus caramélisée, de façon à ce qu'on bronze. Ok? Parce que là, le corps, ok, à chaque fois, il va bronzer un peu plus jusqu'à ce qu'on atteigne le temps recherché. Mais si je me mets au soleil pendant 5 heures, imaginons, et que j'attrape un coup de soleil, okay, ce serait l'équivalent, voilà, être très courbaturé, ce serait l'équivalent d'attraper ce coup de soleil. Ben là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je ne peux plus m'exposer au soleil pendant des semaines avant de pouvoir éventuellement recommencer à m'exposer au soleil. Et bien, c'est exactement la même chose pour l'entraînement. Okay, on ne veut pas en faire trop, on ne veut pas être trop courbaturé. En général, avec mes clients, j'utilise une échelle de 1 à 10, 10 étant le niveau de courbature le plus élevé, 1 le moins élevé. Et on veut rester dans le 1 à 4. C'est normal qu'on ait quelques courbatures, okay, on s'entraîne, il y a quelques micro-dégâts qui sont faits durant l'entraînement, mais voilà, c'est les micro-dégâts, c'est le choix qu'on a, le bon compromis entre j'ai dépensé assez d'énergie, j'ai kiffé l'entraînement, j'ai créé des adaptations, et oui, je me suis brûlé un peu, mais juste un peu, assez pour que je puisse revenir et faire mes entraînements. Lorsque je travaille avec des athlètes de haut niveau, eh bien, c'est tout l'inverse. Je veux vraiment garder le niveau de courbature le plus bas possible. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils puissent performer en faisant leur activité, en jouant à leur sport. S'ils sont trop courbaturés et ils n'arrivent pas à faire leur activité, eh bien, je sais que j'ai déconné. Okay, j'ai déconné. Donc, comme je l'ai dit, un niveau de courbature qui est tolérable, c'est OK. Mais si on a dépassé un niveau qui va au final affecter notre quotidien, eh bien, c'est mauvais, ok? C'est mauvais. Et je me permets de rebondir là-dessus, encore une fois, en donnant l'exemple d'une perte de poids. C'est très important de comprendre qu'au final, un entraînement d'une heure, ça représente 4% de votre journée. Si on cherche à perdre du poids, eh bien, ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce qu'on va faire durant le reste de la journée, l'activité qu'on va faire au quotidien, ok? À quel point on va bouger, on va se déplacer à gauche, à droite, on va porter des trucs, on va se lever, on va aller là, on va aller faire les courses, on va monter les escaliers, etc. Si je suis extrêmement courbaturé à cause de ces 4% que j'ai dédiés à ma séance d'entraînement et que le reste de la journée, je ne me déplace pas parce que je suis trop courbaturé, je vais affecter ce qui me donne le plus grand retour sur investissement. Donc vous voyez, il faut être intelligent à ce niveau-là. Peu importe ce que vous faites, analysez vraiment les pour, les contre, le retour sur investissement en fonction de l'objectif recherché. Autre ici marqueur qui n'est pas un signe de progrès, le nombre d'exercices par entraînement. Alors souvent je vois des entraînements, des gens qui coachent et qui font 30 exercices par entraînement. Comment on fait 30 exercices par entraînement? Il y a des gens qui se disent, ah oui, j'ai fait tellement d'exercices, c'était trop bien, c'était un bon entraînement. Si vous avez 30 exercices par entraînement, eh bien c'est que c'était un mauvais entraînement pour moi. Comment on arrive à faire 30 exercices par entraînement? Sachez que le seul moyen de devenir meilleur à faire un truc, c'est de le répéter. Okay, donc on doit le répéter assez de fois pour envoyer la stimulation nécessaire pour devenir meilleur à ce qu'on est en train de faire. Et c'est comme ça qu'on juge que l'entraînement était bon ou mauvais, okay, ou qu'on devient meilleur à faire X choses. Maintenant, si on fait 30 exercices, c'est forcément qu'on ne va pas le répéter assez de fois. Il n'y aura pas de série. Vous ne pouvez pas faire 4 séries de 30 exercices. D'accord? Vous avez fait une série là, une autre, allez, une demi-série là, un truc là, on passe à tous les exercices. Ok, 30 exercices. Ok, vous devenez meilleur à rien du tout. Et vu qu'il n'y a pas de répétition, de stress répété sur les tissus qu'on cherche à solliciter, eh bien forcément, on n'est pas en train de progresser, on n'est pas en train de créer l'adaptation qui est recherchée au final. Donc, avoir un grand nombre d'exercices, ce n'est pas un signe de progrès, ce n'est pas un signe d'efficacité de l'entraînement. Dernier point ici que j'ai noté. À quel point votre rythme cardiaque est élevé. Alors il y a des gens qui, depuis qu'ils utilisent les Fitbit, les Apple Watch, etc., font un entraînement, et ça arrive souvent avec les classes de groupe qui regardent leur montre et qui disent, waouh, mon rythme cardiaque est monté à 185 degrés. 185 degrés, là je suis fatigué, je crois que c'est parce qu'il fait 33 degrés dehors. Hey, il fait chaud ici. À 185 battements par minute. Il est monté à 185 battements par minute, donc forcément c'était un bon entraînement. Et rappelez-vous, on doit toujours savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Okay, il y a des moments où on doit pousser, des moments où on ne doit pas pousser. Bref, le simple fait que votre rythme cardiaque est monté, ça ne veut absolument rien dire. D'accord? Encore une fois, en fonction de ce que vous cherchez à faire, il faut éventuellement utiliser
ce marqueur comme indicateur et éventuellement ça ne veut rien dire. En isolation, ça ne veut rien dire. J'aime utiliser cet exemple. Si je vous mets dans une pièce avec des araignées et que vous avez peur des araignées, votre rythme cardiaque va monter à 200 battements par minute, mais ça ne veut pas dire que vous avez créé des adaptations au niveau de votre système cardiovasculaire. C'est là où je veux en venir au final, ok? Ce n'est pas parce que votre rythme cardiaque est monté, parce que oui, il va monter lorsque vous allez faire un effort, que vous avez forcément créé les adaptations que vous cherchez à créer. Donc très important de garder ça en tête, les amis. Des fois, oui, on veut que ça monte, mais des fois, on veut pas que ça monte, ok? Donc très important de comprendre tous ces facteurs-là. Il y a de la complexité derrière tout ça. Voilà pourquoi c'est important de travailler avec un coach, de suivre les programmes de personnes qui sont des personnes de confiance au final et qui ne font pas simplement les trucs pour vous buter. Je sais pas si j'ai dit au début de l'épisode, mais n'importe qui peut vous buter. Je prends mon fils là. Mon fils était peut-être un peu trop petit, mais un petit de 10 ans. Et je dis, ok, tu vas coacher ces gens, il vous fait vomir. Allez, on sprint à gauche, on sprint à droite, ok, 100 burpees, ok, 20 squats, 20 pompes, on sprint encore, on sprint, pas de pause. Tout le monde vomit, tout le monde est par terre, peu importe votre niveau, ok? Donc, est-ce que c'était un bon entraînement? On s'est juste buté. Mais est-ce qu'on a créé les adaptations qu'on cherchait à créer? Est-ce qu'on est devenu meilleur? Est-ce qu'on a bien organisé le tout de façon à ce que ça soit durable, que ça donne vraiment les résultats qu'on cherche à avoir? Eh bien, non, ok? Donc, vous l'avez compris, se buter pour se buter, ça sert à rien. Utiliser ces marqueurs comme signe de progrès et d'efficacité de l'entraînement, eh bien, c'est un no-no, ok? No-no, baby. Donc là, la question se pose, ok, quel marqueur on doit utiliser, quel indicateur on doit utiliser? On va séparer ça de la manière suivante. On va utiliser les marqueurs objectifs dans un premier temps et les marqueurs subjectifs dans un deuxième temps. Les deux vont main dans la main. Donc par objectif, je parle ici de choses qu'on peut quantifier, des choses que l'on peut mesurer. Et d'un point de vue subjectif, eh bien, le feedback que vous allez donner, le feedback que vos clients vont donner si vous êtes de l'autre côté, du côté professionnel du sport et de la santé. Commençons par les feedbacks objectifs. Lorsque vous allez à la salle de sport, je vous invite toujours à suivre une programmation. Une programmation, ça se suit sur un cycle. On suit le cycle, c'est-à-dire qu'on va répéter l'entraînement sur plusieurs semaines et on doit voir du progrès à ce niveau-là. Okay? Comment on va mesurer ce progrès? Ou comment dire, ok, ça c'est un bon entraînement, ça c'est une bonne programmation. Eh bien, de semaine en semaine, déjà, j'ai des gains de force. Okay? C'est-à-dire que j'arrive à produire plus de force, j'arrive à rajouter plus d'intensité dans mes entraînements. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur mon back squat, semaine 1, je faisais 80 kg. Semaine 2, je fais 82 kg, 84 kg. Okay? Peu importe. Est-ce que j'arrive à faire plus? Oui. Ok. Est-ce que j'arrive à le quantifier? Oui. Voilà. Là, c'est que je suis dans la bonne direction, c'est que je suis en train de faire les trucs bien. À l'inverse, à chaque fois, semaine 2, éventuellement je fais moins. Ok, sur une semaine, ça ne veut rien dire. Il faut toujours voir les choses sur le long terme. Semaine 3, ça descend. Semaine 4, ça descend. Oh, comment ça se fait que semaine 1, j'ai bien commencé. Semaine 2, semaine 3, c'est en chute. Il y a un truc qui ne va pas. L'entraînement, ce n'est pas un bon entraînement. Ok. Deuxième facteur, okay, le volume de travail que vous arrivez à exécuter. Donc pareil, on prend l'exemple du back squat. Semaine 1, j'arrive à faire 4 séries. Semaine 2, j'arrive à faire 4 séries. Semaine 3, j'arrive à faire 5 séries. Semaine 4, j'arrive à faire 6 séries. Okay? Encore une fois, des chiffres arbitraires ici. Est-ce que j'arrive à faire plus? Oui. Okay? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Oui. À semaine 1, j'étais en train de mourir à la 4e série. Semaine 2, j'ai fait les 4 séries. C'était la fin, mais la 4e série, je l'ai bien rentré. Alors que la semaine 1, je ne l'ai pas bien rentré. Je suis dans le progrès. Semaine 3, j'ai fait 5 séries. Alors qu'avant, j'arrivais que à en faire 4. Et je suis dans le progrès, ok? Donc ça, c'est très, très, très important de noter tout ça. Maintenant, d'un point de vue, est-ce que j'oublie quelque chose d'un point de vue objectif? Ouais, tous les trucs qu'on peut mesurer. Maintenant, qu'on peut mesurer les adaptations qu'on va pouvoir mesurer. Alors là, j'ai parlé que de la partie force, mais si on parle de la partie cardio, pareil, la distance qu'on arrive à parcourir. Okay? Est-ce qu'on arrive à parcourir plus? Est-ce qu'on arrive à parcourir la même distance, mais en moins de temps? Okay? Donc le facteur temps, les minutes qu'on va pouvoir quantifier, la distance qu'on va pouvoir quantifier, bien entendu. Maintenant, si on parle, on en revient justement aux fréquence cardiaque et toutes ces variables-là. Pour tous les thérapeutes et coachs qui font mon programme mentorship, ils savent exactement de quoi je parle. On utilise justement des évaluations bien précises pour savoir exactement ce qu'on fait. Mais de manière générale, quelque chose qui va aider la plupart des gens. Si vous vous réveillez le matin avec une fréquence cardiaque qui est beaucoup plus basse, eh bien c'est que vous êtes en train de faire quelque chose de bien. Okay? Votre système cardiovasculaire s'est amélioré. Voilà, votre cœur n'a pas besoin de faire plus pour maintenir les bases de la vie de tous les jours. C'est bien. Si vous vous leviez le matin avant de commencer votre programmation et que vous étiez à 100 battements par minute au réveil et que maintenant vous vous levez à 60 battements par minute, eh bien c'est que vous êtes en meilleure santé. Votre système cardiovasculaire est
est plus performant et bien entendu, votre santé va en s'améliorant. Donc ça, c'est un signe de progrès. C'est en train de vous dire que, hey, votre entraînement, il est en train d'être adapté de la bonne des façons. Donc très important ici. Ensuite, pardonnez-moi, live and direct, baby. Ensuite, quel facteur? Passons aux facteurs subjectifs ici. Les facteurs subjectifs sont aussi importants que les facteurs objectifs selon moi. Donc parlons de l'exécution de la technique de l'exercice. Okay? Donc vous faites un exercice, semaine 1, c'est un peu compliqué. Okay? Semaine 2, c'est un peu mieux, mais c'est toujours compliqué. Semaine 3, maintenant j'arrive à rentrer l'exercice sans aucun problème. Et là je parle en semaine, mais ça peut être en mois également. Okay? Il faut voir les choses sur le long terme. Mois 1, j'avais du mal. Mois 5, je le fais sans aucun problème. Imaginons qu'on parle d'un pistol squat. Je faisais un pistol squat, j'ai fait une régression la première fois et ma jambe tremblait dans tous les sens. J'avais besoin de m'assister. Maintenant, 5 mois plus tard, eh bien, j'arrive à faire un pistol squat complet. Je descends, je monte. J'ai une meilleure mobilité, c'est-à-dire que j'ai accès à plus d'amplitude de mouvement. Je suis à l'aise dans cette amplitude de mouvement et je suis fort dans cette amplitude de mouvement. Très important, super, tout le monde a fait des progrès. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer forcément avec des chiffres, mais on peut le mesurer avec un ressenti, d'accord? Un ressenti qui est visuel d'un point de vue extérieur, d'un point de vue intérieur également, ok? Ensuite, un facteur subjectif qui est très important selon moi, eh bien, c'est également le ressenti. Le ressenti lors de l'exécution de certains exercices. Des clients qui me disent parfois, ah oui, là j'arrive à mieux ressentir mes fessiers, là j'arrive à mieux ressentir le stretch des ischio-jambiers, j'arrive à mieux ressentir la fin de mon amplitude de mouvement. Eh bien ça c'est du progrès, c'est-à-dire qu'on a amélioré notre proprioception, notre capacité à mieux comprendre son corps dans l'espace, on a amélioré notre capacité à mieux recruter certains tissus et par conséquent, c'est-à-dire que si on arrive à mieux les ressentir, on va pouvoir mieux les recruter et ainsi mieux les développer. Donc vous voyez, il y a plein de facteurs qui nous permettent de dire, ok, hey, là, je suis en train de faire du progrès. Là, ma programmation, ça fonctionne. Ok, mon entraînement, il a été bien construit. Mon coach a bien fait son truc. Versus mon coach, il n'a pas bien fait son truc parce que je suis très courbaturé, parce que je suis très fatigué après l'entraînement, avant l'entraînement, etc. Et dernier facteur subjectif, comme je le disais, je veux que chaque client rentre dans la salle de sport et en sorte en meilleur état. Okay, c'est-à-dire qu'on sort de la salle de sport, je me sens mieux. Le lendemain, je me sens mieux. J'arrive, ouais, là, je me sens mieux. C'est le meilleur feedback que mes clients me donnent. À chaque fois, quand ils rentrent, ils sont un peu fatigués, ils se sentent pas bien, ils ont mal quelque part, et là, ils me disent, waouh, là, je me sens mieux. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas poussé. C'était dur. C'était très dur. Mais on a eu les résultats recherchés, on a fait les choses de manière adaptée et c'est comme ça qu'on a des résultats. Donc voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cet épisode pourra vous aider à changer votre mindset, à voir l'entraînement différemment, à chercher à construire, pas simplement à détruire et à comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ça, franchement, c'est le plus important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, à faire tourner l'épisode, lâcher un 5 étoiles sur toutes les plateformes podcast et à rejoindre ma liste email, le lien dans la description. Nous, on se voit /parle très bientôt. Peace.